Bonjour Léo, c'est un très grand plaisir et honneur de te recevoir ici à Biscarrosse, donc dans des nouveaux lieux pour Escapade Rugby. Donc c'est l'épisode 3, après les deux premiers épisodes à l'île Maurice. On continue la tradition d'être près de la mer, mais cette fois-ci c'est l'océan Atlantique et non plus l'océan Indien, qui est derrière nous ici à Biscarrosse, une ville où nous avons grandi tous les deux, pas exactement à la même époque, mais on va revenir sur tous ces sujets. Avant de commencer, je voudrais remercier le sponsor du jour, les peintures Michel Béliard, spécialiste de peinture extérieure, intérieure, revêtement sur les murs, dans un rayon de 30 km autour de Biscarrosse. Et également le Dream Beach qui nous accueille ici, au bord de la mer, dans cet endroit magnifique en face de l'océan Atlantique. Donc on va commencer, donc on est le 30 juin 2025, 2 jours après la finale du top 14. Tes impressions sur cette finale, tu as joué contre Toulouse et contre l'UBB cette année. Est-ce que tu as été surpris du niveau des Toulousains parce que l'UBB était quand même un petit peu favori. Quelles sont tes impressions sur cette finale? Ouais, bah déjà, merci à toi de m'avoir invité. On est au cœur ici, on est à Biscarrosse, donc très content d'être ici. Et ouais, finale, quel match. Quel match. Après, Toulouse et Bordeaux, c'est des équipes qui sont différentes en phase finale aussi. Pendant la saison régulière, les matchs n'ont pas une intensité telle. Donc c'était un match énorme, je pense que je crois depuis 2005 il n'y a pas eu de prolongation. Donc ça veut dire que c'était vraiment serré et c'est deux équipes qui ont mis une intensité folle, même si les finales c'est pas des grands matchs tout le temps. Mais là c'était un match au niveau de l'intensité, au niveau de la pression qui était fou je trouvais. Et, voilà, Toulouse l'emporte parce que Toulouse en finale c'est Toulouse. Tout le monde Aucune erreur. Vraiment, tout le monde les voit tout le temps. Cette année ils sont dans le dur, cette année c'est pas leur année, mais à la fin c'est toujours eux qui gagnent. Donc franchement, match énorme. Mais, tu vois, j'aimerais bien qu'un jour, parce que là encore, on dit que c'est serré, mais Toulouse, il leur manque 10 mecs, quoi. Il leur manque Peato Movaca, Antoine Dupont, Ange Capioso et des joueurs à des postes clés. Donc, même avec ces absences, même avec une saison compliquée, ils arrivent à s'en sortir. Donc, franchement, chapeau. Oui, tout à fait. Bravo au Stade Toulousain, même si nous sommes dans la région où la majorité des personnes sont pro-UBB, mais tout le monde reconnaît que le Stade Toulousain a mérité sa victoire puisque le niveau de jeu était assez extraordinaire et c'était un match très serré, un très beau match. Donc maintenant on va revenir sur Biscarrosse. Donc est-ce que comme moi, quand tu reviens à Biscarrosse, tu as de l'émotion quand tu vois le panneau de la ville, tu as grandi ici, tu as une émotion particulière quand tu reviens ici? Ouais, mais clairement, après, c'est ma maison, quoi. Tu vois, quand je passe le panneau Biscarrosse, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est un des rares endroits sur Terre, pourtant j'ai pas mal voyagé, où quand j'arrive, je me dis que je suis chez moi, quoi. Tu vois, j'ai tous mes repères, chez où vivent mes potes, chez où vivent les parents de mes potes. Tu vois, chaque endroit a une petite histoire, donc non, c'est toujours du bien de rentrer à la maison. Surtout que ça faisait 4 ans que je n'étais pas rentré, parce que entre mon déménagement à Montpellier, ma première saison où je me blesse au genou à l'été, donc j'ai pas pu rentrer. La saison dernière, un peu compliqué, où du coup j'ai voulu vraiment couper, je suis parti 4 semaines en vacances. Donc ça fait un petit moment que je n'étais pas rentré, donc même de rentrer à la maison, voir maman, ça fait bizarre. Donc non, c'est trop cool, et voilà, comme tu dis, c'est un endroit un peu spécial pour nous les locaux, et toujours content d'être ici, quoi. Bon, et on a un autre point commun. On a tous les deux commencé à jouer au football ici, hein, au Biscarrosse Olympique Football. Et est-ce que c'est grâce à ça que tu es devenu buteur ensuite, avec une capacité à buter de façon plus précise que les autres personnes? Clairement, parce que pour de la petite anecdote, du coup j'étais toujours avec ma bande de meilleurs potes avec qui on est encore meilleurs potes aujourd'hui, on était tous au foot. Et on avait le père d'un de nos meilleurs potes, donc Gérald Canfour, qui lui était pro rugby. Et au fur et à mesure, on a migré vers le rugby. Et pour te dire, moi au début, je jouais pas au rugby. En fait, je butais juste. Donc j'accompagnais les copains au stade, mais moi je prenais le ballon, je prenais un tee et je tapais au poteau. Donc, et au fur et à mesure, après, j'ai commencé à l'attraper dans mes mains et j'ai arrêté de jouer au pied. Donc non, vraiment, je pense que ça a vraiment aidé sur le tir au but et même sur tout le jeu au pied dans le jeu courant. Même le foot, je trouve ça développe pas mal de qualité dans l'aspect de vivacité, dans l'aspect d'un peu de compréhension du jeu d'équipe. Parce qu'au début, j'ai joué aussi un peu leader d'attaque, tu vois, donc c'est un peu toute une stratégie que tu mets en place et je trouve que tu le retrouves aussi au rugby, même si c'est deux sports totalement différents. Tout à fait. Mais je suis content d'avoir fait du foot, ça m'a servi aussi pour ma carrière. Bon. Et donc aujourd'hui, tu es certainement une des personnalités les plus connues de Biscarrosse, avec Boris Dio, qui a joué au basket ici il y a quelques mois et qui a amené Biscarrosse au titre de vainqueur de la Coupe des Landes de basket.
mais également Max Brito, qui a joué au rugby lors de ma génération, qui a eu cet accident à la Coupe du Monde 1995 et ensuite donc était tétraplégique et qui est décédé fin 2022, auquel tu as rendu hommage d'ailleurs quelques jours après quand tu marques un essai contre Perpignan. Pour toi, Max, c'est un repère aussi que tu as pu avoir ici, ayant grandi à Biscarrosse? C'est ce que je te dis, ayant grandi à Biscarrosse, tu vois, c'est une personnalité qu'on connaît, surtout à travers son histoire malheureusement. Donc c'est forcément un symbole quand tu es un jeune Biscarrossais, que tu aimes le rugby, que tu es passionné de rugby. Max, c'était un symbole. D'autant plus parce que, tu vois, c'est ce côté, il a eu cet accident, mais il est toujours resté présent au club. Je me souviens encore, quand ils ont fait champion de France en 2016, à Jedmo, le mec était venu en fauteuil roulant, complètement fatigué et tout, et c'était le seul qui était le plus heureux de voir Biscarrosse champion de France. Et moi, j'avais 15 ans et c'est des trucs qui m'ont marqué, tu vois. Et donc, pour un jeune Biscarrossais, je te parle de moi, mais je te parle de tous les petits avec qui ont joué. Max, c'était vraiment un symbole. Et donc, d'avoir pu faire cet hommage quand j'ai marqué contre Perpignan, tu vois, c'était un petit clin d'œil pour lui. Et voilà, j'espère que ça lui a fait plaisir de là-haut et ça fait plaisir à ses proches, à sa famille, quoi. En tout cas, merci pour ce clin d'œil de la part de sa famille et de tous ses amis dont je fais partie. Et donc, comme tu dis, tu es au BO quand Biscarrosse a son 3e titre de champion de France en 2016. Tu étais encore un peu jeune pour être en équipe première à cette époque-là, mais juste après, tu joues assez rapidement en première, même si tu étais plus jeune que les autres. En fait, j'ai un parcours un peu atypique, tu vois, parce que j'ai commencé un peu sur le tard le rugby, donc à 13 ans, je dirais. Donc pareil avec tous mes meilleurs potes. Je te parle tous de mes meilleurs potes parce que vraiment, ils sont trop importants pour moi. On a un peu toujours tout fait ensemble. Donc on s'est tous mis au rugby. Donc moi, je suis un peu autiste dans les trucs que j'aime, quoi. Donc tu vois, par exemple, l'école, j'aimais pas trop, donc je m'en foutais. Et par exemple, quand je me mets dans quelque chose, je m'y mets à 2000%. Et donc le rugby, c'était le cas. Je passais mes journées au stade à taper, à courir, à truc, machin. Donc en fait, j'étais vite accro, mais sans me projeter non plus en me disant je vais en faire ma carrière, tu vois. Mais c'était juste logique. Pour moi, je ne me voyais pas faire autre chose que du rugby. Donc tout le temps rugby, rugby, rugby. Et donc j'ai vite été complètement mordu. Et à quel âge? À l'année de ma terminale, je suis appelé par le Stade Montois, rugby, pour intégrer l'équipe Crabos de là-bas. Donc pareil, longue discussion avec maman pour savoir j'y vais pas. Donc moi j'étais mordu, donc là c'était sport-études, sport tous les jours, nouveau niveau, nouvelle dimension. Donc j'étais allé. Et la première année, je suis allé en double licence, c'est-à-dire qu'en gros, quand je jouais pas là-bas, je pouvais jouer avec Biscarrosse. Donc ça s'est bien passé, je jouais un peu des deux côtés. Et tu vois, j'ai mis un peu de temps à m'adapter du coup à une nouvelle équipe, à un nouveau niveau, à une nouvelle vie, quoi. Parce que de passer de 2 entraînements structurés en semaine à s'entraîner tous les jours avec des entraîneurs tous diplômés d'État et avec une pression du résultat et tout, j'ai mis un peu de temps. Et donc ça s'est fait comme ça. Et après, sur l'année du coup de mes 17-18 ans, c'est l'année où on passe en espoir, donc en centre de formation. Et je me souviens encore, Joanne Codulot, celui qui est actuellement manager de Montpellier, était directeur du centre de formation. Donc on fait une sorte de petit stage pour savoir qui gardait des jeunes et qui gardait pas des jeunes. Donc ça se passe très bien et tout. Donc convoqué au Stade Montois, là, on va garder, on va tenter des trucs, machin. Et en fait, entre-temps, moi j'avais commencé à jouer en première à Biscarrosse. Donc tout début de mes 18 ans ou fin de mes 7 ans et demi. Et je suis tombé amoureux de. Pour moi, quand j'étais petit, tu vois, mon rêve c'était. Je vais en citer certains, mais toi, de voir Vincent Ladis jouer, Terence Évangélisti, quand j'avais 15 ans, moi, c'était mes idoles, ces mecs. Donc pouvoir jouer pour Biscarrosse, avec Biscarrosse, et que ça se passe bien, tu vois, j'étais le plus heureux. Donc j'étais le minot, je jouais tous les week-ends à Biscarrosse. Et franchement, c'était trop bien. Et je suis tombé dans le truc un peu pas de la facilité, mais le niveau n'était pas non plus trop élevé. J'avais 17 ans et demi, je m'amusais trop bien, tu vois, je butais. J'étais un peu le petit roi de Biscarrosse, donc je me suis vite pris au truc. Et puis les anciens aussi, ils savent comment faire, donc ils m'ont un peu appâté, ils m'ont un peu dragué. Et moi, j'étais amoureux de Biscarrosse et du BO, tu vois. Donc ma mère elle venait à tous les matchs. Dimanche soir, on sautait des 3e mi-temps alors que j'avais 17 ans. Et à côté, j'étais en STAPS à Tarbes, donc il fallait que je concilie études, centre de formation, plus rugby à Bisca. Et donc vient le jour où le manager du centre de formation de Vincent vient me proposer un contrat pour 3 ans, je pense. Donc c'est un contrat en centre de formation, donc en gros, j'étais dans la hiérarchie 4e des pros. Et tout ça, c'était à 18 ans. Donc 4e des pros, tu gagnes un peu d'argent, ils te payent un appartement, tu t'entraînes tout le temps avec le centre de formation, donc c'était quelque chose d'épais. Et je pense, moi, j'étais tellement dans une période où j'étais bien dans les baskets, qu'en fait, je me souviens encore, je lui ai dit, en fait, non, moi, je vais rester à Biscarrosse. Et là, je me souviens qu'il m'a regardé avec des yeux, mais
Il comprenait pas, je dis bah oui, je vais rester à Biscarrosse, parce que Biscarrosse m'avait proposé, il m'avait dit ouais, on va te défrayer, plus on va te trouver un CDI à la mairie et tout à 18 ans, mais moi j'étais un peu, oui, j'étais un peu heureux de ça, tu vois. Donc je lui avais dit dans les yeux, non, en fait moi ça m'intéresse pas, je vais retourner jouer avec mes potes, c'est ce que... Et là, 2 jours après, il me convoque, donc il y avait lui, préparateur physique, et un autre mec du Stade Montois, et ils m'ont emmené manger dans une boulangerie, je me souviens. Et ils m'ont retourné le cerveau en me disant, mais tu te perds quoi, t'as une chance énorme d'avoir ça qu'on te propose. Il n'y a pas tous les gamins de ton âge qui peuvent vivre ça, tente le truc quoi. Donc après j'en ai reparlé à ma mère qui m'a remis les pieds sur terre. Après le plus dur c'était de le dire à Biscarrosse, leur dire je vais partir, je ne joue plus, et eux ils avaient un peu les boules aussi tu vois. Donc c'était plein de trucs qui ont fait que j'ai voulu partir, pas partir. En fait le truc c'est que je signe du coup à Mont-de-Marsan, donc un vrai contrat en centre de formation. Pré-saison, le 3e des pros se blesse, j'intègre directement les pros et premier match 3 mois après en pro. Donc tu vois, c'est passé hyper vite et en gros pour moi tout était normal quoi. J'avais décidé que j'allais jouer en pro, 3 mois après je joue en pro. Donc c'était un peu l'histoire. Là on est en 2019, c'est ça? Là on est à 2018-2019. Ouais. Donc juste avant, et du coup cette année-là je joue en pro, donc je m'entraîne tout le temps avec les fixes pro et c'est là que je rencontre Rémi Thalès, Romain Cabane, Julien Tasté et que je deviens un peu les joueurs d'expérience le petit du club. T'apprennent sûrement beaucoup. Avec Christophe Lossuc que j'avais en coach, qui est maintenant coach à Bordeaux, ouais. Avec qui on a une relation très forte parce que voilà, lui il est très sanguin et du coup moi j'étais un des seuls. Il aime la mer aussi. C'est ça, il est de Lacanau, donc tous les étés on faisait des stages à Lacanau bizarrement. Donc très bonne relation avec lui, David Oradou aussi, donc franchement c'était top. Et à la fin de l'année, je suis sélectionné à moins de 20 ans et je pars faire la Coupe du Monde en Argentine. Alors voilà, donc moi je te découvre un petit peu, bon j'avais entendu parler de toi sur Biscarrosse, je te découvre à la Coupe du Monde 2019 où je te vois apparaître en demi-finale. Biscarrossé. Ouais, extraordinaire. Et ensuite la finale, donc raconte-nous un peu cette expérience de championne du monde. Ouais, pareil, ça c'est un concours de circonstances aussi. En gros pendant l'hiver, du coup je pars en tournée avec les moins de 19, l'équipe de France moins de 19. La tournée c'était en Géorgie, donc tu vois, pas le truc le plus fun du monde. Donc on se tape 3 matchs contre les Géorgiens, donc à prendre des gros costauds dans la tronche pendant 3 matchs. Donc ça se passe plutôt bien, tu vois. Je fais des plutôt bonnes performances. Et on rentre de tournée, et pendant ce temps-là, il y a l'hallucination des moins de 20 ans. Ouais. Moi j'étais avec les moins de 19. Et on apprend le dernier jour du stage en Géorgie, pour vous féliciter de votre tournée. En gros, il y a 3 joueurs qui vont rester faire la dernière semaine de préparation avec les moins de 20 pour l'Italie. Donc c'était moi en avant et je ne sais plus trop qui. Tu vois. Donc tu tapes un mois en Géorgie déjà, donc c'était un peu long, tu avais de rentrer à Biscarrosse. Donc tu te retapes une semaine à Marcoussis, bon tu vas pas râler, mais tu vois c'était un peu fatigant, donc ok c'est bon. On n'était pas censé jouer. Donc on rentre à Marcoussis, donc grosse semaine avec les moins de 20, tout réapprendre, tout reconnaître les nouvelles combis, les nouvelles têtes. Et là, 2 entraînements avant le départ, le 9 qui était prévu pour jouer, bam, se blesse au genou. Donc le mec out, c'est moi qui monte sur la feuille. Donc départ en Italie, premier match de destination, donc je suis remplaçant et du coup je joue en Italie. Premier match de destination, entraîné par donc Sébastien Piccheroni qui est maintenant manager à Pau, et David Derek-Carrère, qui après est passé par le Stade Montois et maintenant il est à Brive. Donc ça se passe et après il y a les listes pour la Coupe du Monde. Donc moi je fais ma saison du coup en alternant jouer en espoir et en Pro D2. Et du coup, liste pour la Coupe du Monde, je suis appelé. Donc je suis un peu dans la peau d'un numéro 2 au début, pendant la compétition. Donc premier match, on joue contre les Fidji, je suis titulaire, je marque. Ça se passe plutôt bien. Et après, on joue 2 matchs après contre l'Argentine et le Pays de Galles, il me semble. On ne fait pas des très bons matchs, mais tu vois, pas forcément que le numéro 9, mais collectivement, des avants dominants et tout. Du coup, tu sais comment ça marche. À la mêlée, on est plus dans le dur. Et là, sortie du chapeau, demi-finale, Seb Piccheroni, le manager, qui vient me voir 3 jours avant le match, il me dit je te donne la clé du camion, c'est toi qui joues la demi-finale. Donc demi-finale contre l'Afrique du Sud. Donc là, en plus contre l'Afrique du Sud. Un an avant, j'étais. C'est jamais facile de jouer l'Afrique du Sud. Un an avant, j'étais en train de boire des bières avec mes potes de Biscarrosse, peut-être au Dream Beach, au Vivier, donc pour te dire. Donc là, énorme. Donc je préviens toute ma famille, mes potes, tout le monde trop content. Et, pour te raconter la petite histoire aussi, 24 heures avant le match, je tombe malade, je chope un virus. Donc je perds 3 kilos, alité, à vomir, en PLS. Et finalement, j'arrive à jouer le match, mais dans le dur. Donc ça se passe super bien, on gagne la demi, sous la flotte on joue, match de fou. Et après la finale, on joue contre l'Australie, on gagne d'un point, pareil titulaire. Merveilleux. Incroyable. Merveilleux. Mais j'imagine que tes années à Mont-de-Marsan ont dû quand même être extrêmement intéressantes. Tu as beaucoup appris, ça a dû te développer énormément. Ah oui, franchement, c'est ce que je conseille beaucoup à des jeunes que je joue à Montpellier. Je leur dis, mais si vous avez la chance de partir en Pro D2, mais foncez direct, quoi, parce que c'est la Pro D2 et surtout Mont-de-Marsan, le club Mont-de-Marsan,
c'est là que tu te construis en tant que joueur, quoi. C'est là que tu construis une carapace, c'est là que tu prends une expérience de fou. Et je trouve que, surtout qu'en Pro 2, il y a encore vraiment des valeurs ancrées, tu vois, surtout dans les clubs. Je pense comme Mont-de-Marsan, Dax, Montauban qui sont montés. Il y a vraiment des valeurs qui sont ancrées parce qu'il y a des personnes qui sont au club et qui font que ces valeurs ne peuvent pas partir. Et moi, je suis reconnaissant tellement d'être passé par là parce que sans ces passages-là, je parle comme Biscarrosse et Mont-de-Marsan, je ne serais jamais arrivé là où j'en suis, même si il me reste encore du chemin, mais vraiment, c'est formateur de fou, quoi. Extraordinaire. Et donc, ensuite, Montpellier te recrute, hein, juste au moment où ils sont champions de France, en 2022. Et donc, tu arrives juste après un titre. Donc, c'est toujours difficile de digérer un titre champion de France. Il n'y a que Toulouse qui arrive à bien digérer ces titres. Et effectivement, dans le cas de Montpellier, l'année après le titre a été un peu compliquée. Et donc, comment tu as vécu un peu ces 3 années à Montpellier avec beaucoup de changements d'entraîneur, etc. Mais ça a dû te mûrir. Ouais, déjà, le choix de partir à Montpellier, ça a été compliqué parce qu'on faisait une saison incroyable avec Mont-de-Marsan. Genre vraiment, on roulait sur tout le monde, on finit en finale, on perd l'access match, mais on s'est chié sur la fin, mais on avait fait vraiment une saison extraordinaire. Et tu es meilleur joueur de Pro D2 en 2022. Je suis meilleur joueur, meilleur réalisateur. Et franchement, c'était incroyable. Le groupe était fou, l'équipe était très forte, entraînée par des jeunes entraîneurs. En plus, c'était Rémi Thalès et Julien Tasté qui avaient repris avec Patrick Millet et Stéphane Prosper qui géraient un peu tout. Franchement, un groupe, atmosphère incroyable. Et du coup, pendant la saison, en fait, il y a je passe un peu au grand écran parce que voilà, l'équipe tournait et comme c'est comment ça marche, le 9, le 10, ils ont toujours de la visibilité. Donc j'ai eu pas mal de visibilité cette saison-là et du coup, il y a pas mal de clubs qui viennent aux nouvelles et qui essayent de me faire les beaux yeux. Mais le truc, c'est qu'il me restait du contrat à Mont-de-Marsan et maintenant, avec les indemnités de formation, il y a des sortes de ristournes où nous, les jeunes joueurs, on coûte énormément d'argent. Donc après, c'est quelque chose de bien pour nos clubs formateurs. Et du coup, tout le monde ne peut pas se permettre de racheter nos contrats. Donc j'ai eu pas mal de clubs en égo, c'était très bien passé avec beaucoup de clubs. Et avec Montpellier, j'avais accroché aussi parce que j'avais cette sensation que tu vois, avec ce titre, avec ce nouvel élan, il y avait pas mal de Français qui signaient à Montpellier. Que tu vois, ça redorait un peu le blason et qui repartait sur un nouveau défi, une nouvelle tournure, une nouvelle vision sur le club. Donc j'arrive du coup post-titre, mais bon, comme tu dis, c'était un peu un titre, c'était pas forcément prévu dans leur développement. Donc l'année d'après très compliquée, premier entraîneur suivi au bout de 2 mois, on finit dans le ventre mou, mais c'était une année post-titre à digérer. Et le pire, ça a été l'année d'après, ils prennent un manager étranger, Richard Cockerill. Ça se passe pas bien du tout. Ça se passe pas bien du tout. Résultat, au bout de 3 mois, on est avant-dernier. Ils virent tout le monde, renouveau staff. Et là, du coup, c'est l'année où on vit un peu la catastrophe, où on se sauve l'access match, mais dans l'autre sens, pour sauver notre cul. Donc voilà, très très dur. Et là, cette saison, c'était ventre mou. Là, c'est plus une reconstruction, tu vois. Je pense qu'il y a un effectif à renouveler, il y a une stabilité à trouver. Donc c'est spécial, c'est des choses qui te font grandir et qui te travaillent beaucoup. J'imagine que l'arrivée de Bernard Laporte, un autre résident de Biscarrosse pendant quelques années, a dû quand même bien stabiliser le club et on voit quand même qu'il y a à nouveau une structure, un élan. Cette année, Montpellier n'a pas trop tremblé. Vous avez fait quand même des bons matchs et un bon effectif. Ouais, c'est sûr. Bernard, il est venu avec son caractère, avec ses idées. Il a mis ce qu'il voulait en place et il est en train de faire du boulot à Montpellier, du très bon boulot. Donc il fait partie aussi du redressement du club. Et je pense que c'est bien que le président lui ait donné la confiance et lui ait donné les clés du camion, quoi. Et puis tu as, en plus de Bernard Laporte, un ancien demi-de-mêlée. Tu as Cobus Reinhardt qui a dû aussi t'apprendre beaucoup en tant que champion du monde. Il a une expérience qui doit être très utile. Benoît Payog dans l'effectif, parmi les entraîneurs également, qui doit te coacher. Donc ça, c'est quand même important quand tu as un poste aussi spécifique que numéro 9, d'avoir des gens qui peuvent te donner des conseils, te guider de façon régulière. Ouais, c'est super important, mais tu vois, ça c'est peut-être personnel aussi. Mais pour moi qui joue 9, ceux qui m'ont le plus appris sur le poste, c'est les numéros 10. Parce qu'en fait, eux te disent vraiment ce qu'ils attendent de toi. Tu vois, en tant que 9, tu as ta vision du truc, mais le 10, pour moi, c'est vraiment lui le boss de l'équipe. C'est lui qui a la vision sur tout. C'est lui qui peut gérer les rythmes. C'est lui qui prend toutes les décisions. Donc moi, j'ai plus appris des numéros 10 avec qui j'ai joué plutôt que des numéros 9 avec qui j'étais en concurrence. Parce qu'après, tu connais, numéro 9, on a du caractère, on est un peu con-con. Donc contre 9, des fois, on s'entend bien, des fois, on s'entend moins bien, tu vois. C'est vrai. Donc moi, je te dis, celui qui m'a le plus appris, enfin lequel j'ai plus appris, c'est Rémi Thalès, quoi. Après, il y avait un écart d'âge de fou, le mec, il avait 15 ans de plus que moi.
quand on jouait ensemble, mais c'est là que j'ai vraiment appris parce que voilà, je savais ce que lui attendait d'un numéro 9 et du coup il m'a fait comprendre cette perception de quand tu joues 10, comment tu veux qu'on donne le ballon, qu'on gère les rythmes du jeu. C'est plus comme ça que j'ai appris sur le poste qu'avec les autres numéros 9. Tu vois. Très bien, très bien. Ouais, c'est effectivement très important. Il faut que le ballon arrive exactement au moment et à la hauteur que le 10 a besoin d'avoir pour accélérer Ça, le dans jeu. le bon timing, dans En tout le cas, bon ordre. pour revenir sur la finale de samedi, on a vu deux numéros 10 exceptionnels. Bon, Jalibert que l'on connaît, mais quand le 15 de Toulouse, Thomas Ramos est passé en 10, on a vu que le jeu de Toulouse a été assez extraordinaire. Donc effectivement, la doublette 9-10 est très très importante. Et donc maintenant, comment tu vois un peu ton avenir? Est-ce que tu rêves de l'équipe de France, éventuellement avec un objectif de l'Australie dans 2 ans, où tu es là? Comment Tu vois, c'est dur de se projeter. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je me faisais plus de points sur la comète. Mais là, je me rends compte qu'en fait, le rugby, ça va tellement vite, dans un sens comme dans l'autre, qu'en fait, il faut vraiment être dans le moment présent parce que plus tu t'égares, plus tu vas te perdre dans ton rugby, plus tu vas te perdre dans ta tête. Et on voit, tous les ans, il y a des nouveaux visages qui arrivent, il y a des visages qui disparaissent. Et en fait, on ne se rend pas compte de la machine à laver avec le top 14e. C'est pareil au niveau du classement. Le Stade français, ils finissent demi-finaliste l'an dernier, ils sont en 2 doigts de descendre cette année. En fait, si tu n'es pas dans le moment présent, je pense, surtout à ce niveau, tu te perds. Donc, moi là, tu vois, il me reste encore un contrat à Montpellier. Je vais bien finir, ou je ne sais pas si je finirai à Montpellier, mais je vais bien faire mon année. Je vais me concentrer sur moi, sur mes matchs. Et quand tu parles de l'équipe de France, il faut être dans une équipe qui performe, qui joue des phases finales, que ce soit en Europe ou en équipe de France, pour que tu prennes de l'expérience, pour jouer des matchs de haut niveau. Donc ça, c'est sûr et certain que tu as besoin d'être performant en club pour pouvoir penser à l'équipe de France. Donc oui, je vais te faire la réponse bateau. Moi, je me concentre sur moi, sur le club et sur ce que je peux faire à l'instant T. Mais c'est ce que je t'ai dit. Je pense que plus tu t'y perds, tellement le rugby va vite maintenant. Je te parle de rugby, mais le foot c'est pareil, le tennis c'est pareil. Plus ça va vite maintenant dans un sens comme dans l'autre, c'est vraiment un ascenseur émotionnel de fou. Il faut te concentrer sur le moment présent, sur ce que tu veux faire à l'instant T, parce que sinon tu peux te perdre. Et donc je crois que c'est pour ça que, comme beaucoup de joueurs de rugby, tu aimes beaucoup le golf. Hein. Ça permet d'avoir un bon équilibre entre la pression sur le terrain de rugby et une pression totalement différente, la concentration qu'on a besoin d'avoir quand on joue au golf. Ouais. Ah oui, c'est sûr que le golf c'est un bon échappatoire, mais tu vois, il n'y a pas que ça non plus. C'est vrai que tu dis on a beaucoup de pression, c'est sûr on est des privilégiés de fou. Et les gens de l'extérieur ne se rendent pas forcément compte de la pression quotidienne qu'il y a sur un joueur pro et sur un club, tu vois, parce que la pression elle vient de tout en haut, ensuite elle découle en bas, l'étage en dessous, et le plus bas c'est nous les joueurs qui prenons tout, quoi. Parce que c'est nous qui avons les résultats, c'est nous qui faisons les performances. Nous on a la pression de nos coachs, on a la pression de nos coéquipiers, on a la pression de la presse, du président, de nos contrats, parce qu'en soi c'est notre gagne-pain aussi, donc si t'es pas bon, tu ne gagnes pas d'argent non plus. Il y a toute cette forme de pression. Après, on est privilégiés, je dis pas du tout ça, on a une chance énorme. Mais c'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir s'échapper. C'est pour ça que tu parles de golf. Moi, partir 4 heures avec mes clubs et un pote à jouer tout un après-midi, à se mettre des pièces et à se rendre fou, moi ça m'éclate. Mais il n'y a pas que le golf, tu vois. Je pourrais passer 2 heures à aller surfer, je pourrais aller jouer au paddle avec mes potes aussi. Donc c'est vrai que le golf, ça permet aussi de te sortir le rugby de la tête. C'est pas trop usant physiquement, donc c'est top. En tout cas, je t'encourage à revenir à l'île Maurice, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu étais déjà venu quand tu étais jeune. Oui, effectivement, il y a une dizaine de golf de très haut niveau à Maurice. Il y a beaucoup de terrains de paddle. Il y a la possibilité de faire du surf sur la côte ouest. Donc, tu es le bienvenu à l'île Maurice quand tu veux lors de tes prochaines vacances. Avec plaisir. En tout cas, Léo, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup pour ce partage, cet échange au bord de l'océan Atlantique avec des belles vagues aujourd'hui. Et je te souhaite donc de bien te reposer, te relaxer pour être prêt pour la prochaine saison avec Montpellier. Parfait. Merci beaucoup. À toi. Merci.